Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin à notre émission La pensée et les hommes. Si vous avez quelques souvenirs de vos années de lycée, vous vous rappellerez qu'il y avait au XVIIIe siècle quelques grands philosophes, Voltaire, Diderot, Rousseau. Eh bien, aujourd'hui, nous allons évoquer la personnalité de Diderot. Je vous retrouve après notre générique. Pour évoquer la personnalité de Diderot, j'ai invité à notre émission d'aujourd'hui le professeur Raymond Trousson. Raymond Trousson, vous êtes professeur émérite de l'Université libre de Bruxelles, vous êtes membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Il y a quelques mois, quelques années, vous êtes venu nous parler de Rousseau. Et aujourd'hui, vous nous parlez de Diderot, et dans quelques mois, vous viendrez nous parler de Voltaire, puisque vous préparez une biographie de Voltaire. Vous êtes le grand biographe des grands philosophes du XVIIIe siècle. Et vous avez publié 2 ouvrages sur Diderot, l'un intitulé Denis Diderot ou Le vrai Prométhée, ouvrage publié aux éditions Talendier à Paris, et puis dans la collection Folio chez Gallimard, un livre intitulé Diderot. Je m'attache un instant à ce titre, Diderot ou Le vrai Prométhée. Alors Prométhée, c'est aussi un sujet que vous connaissez bien, puisque, si j'ai bon souvenir, votre thèse de doctorat était consacrée au thème de Prométhée dans la littérature européenne. Alors, pourquoi ce rapprochement entre Diderot et Prométhée? Eh bien, d'abord, le titre n'est pas de moi, il est de l'historien Michelet, qui appelait Diderot le vrai Prométhée, parce que Michelet, qui partageait entièrement les vues de Diderot, estimait que ce philosophe avait en somme donné la lumière aux hommes, la liberté de penser, l'exercice de la critique, de l'examen libre. Diderot apparaissait ainsi comme le vrai Prométhée, et Prométhée encore à cause de l'ampleur considérable de sa tâche, non seulement pour son œuvre personnelle, mais aussi parce qu'il a été l'un des 2 maîtres d'œuvre de l'encyclopédie au XVIIIe siècle, qui est la plus grande entreprise de librairie de l'époque, et qui souhaitait, selon la formule de Diderot, changer la façon commune de penser. C'est-à-dire livré à la libre critique. Alors, arrêtons-nous un instant sur l'encyclopédie. C'est avec d'Alembert que Diderot met en œuvre cette entreprise énorme, gigantesque, puisqu'il s'agit de faire le point des connaissances que l'on possède dans les années 1750-1760. Alors, Diderot, est-ce qu'il sait tout? Est-ce que c'est un homme universel, un peu comme Léonard de Vinci ou d'autres hommes de la Renaissance? D'une certaine façon, oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que Voltaire l'appelait pantophile, celui qui sait et aime tout. Mais l'encyclopédie est aussi autre chose qu'une somme du savoir contemporain. Parce que des dictionnaires, bien sûr, au XVIIIe siècle, il n'en manque pas. Mais ce sont des dictionnaires il y a d'ailleurs un exemple plutôt anglais dont Diderot s'inspire. C'est l'encyclopédie de Chambers. Oui. Et à l'origine, d'ailleurs, l'encyclopédie ne devait être qu'une traduction de ce dictionnaire. Ah, oui. C'est sous l'impulsion de Diderot que l'entreprise va complètement se transformer. C'est donc, d'une part, une somme du savoir du XVIIIe siècle, ça c'est le côté, disons, dictionnaire traditionnel, mais d'autre part, c'est aussi une encyclopédie orientée et engagée. Ce qui explique évidemment la formule de Diderot, changer la façon commune de penser, d'où les nombreuses critiques voilées, dissimulées, faites en biais par un système de renvoi, contre la pensée traditionnelle orthodoxe et particulièrement, bien sûr, contre la tradition religieuse et la pression de l'Église. C'est donc à la fois une somme de savoir,
et un ouvrage qui vise à faire réfléchir les lecteurs par eux-mêmes. C'est en cela que l'œuvre est particulièrement importante. Si vous me permettez ce qualificatif, je dirais volontiers que Diderot est par rapport aux deux autres que j'évoquais dans mon propos liminaire un penseur doux. Voltaire est parfois très agressif à l'égard de ses adversaires, et Rousseau souffre d'une sorte de complexe d'infériorité qui met les gens un peu mal à l'aise. Diderot semble être, dans la bande des trois, si j'ose dire, le personnage le plus doux, mais aussi peut-être le plus convaincu de ses idées. Est-ce que la vision que j'expose ici vous convient, Raymond Trousson ? Je dirais que ni Voltaire ni Rousseau ne sont moins convaincus de leurs propres idées que... Ah non, convaincus, ils le sont, mais ils s'expriment autrement. Ils s'expriment autrement. Et, disons, l'aspect doux de Diderot est peut-être dû au fait que, au XVIIIe siècle, la plus grande partie de son œuvre, où se trouvent les idées justement les plus agressives, les plus dangereuses, les plus novatrices, les plus redoutables à l'ordre établi et particulièrement à l'ordre religieux, sont des œuvres que Diderot ne publie pas et qui ne seront publiées que tout au long du XIXe siècle. Tant et si bien que lorsque Diderot meurt en 1784, il n'a pas du tout la stature de Diderot, de Voltaire et de Rousseau, dont l'œuvre entière est connue, alors que lui se dévoilera au fil des décennies pour prendre peu à peu une place tout à fait égale à celle de ses deux grands contemporains. Pourtant, l'encyclopédie est connue, l'encyclopédie est répandue, et même ce qui peut apparaître comme un paradoxe, cette encyclopédie est achetée par les bibliothèques des abbayes, des couvents, etc. Bien sûr, mais ça tient d'abord au fait que l'encyclopédie, qui est un énorme ensemble, coûte très cher. Ce qui explique une diffusion qui nous paraît extrêmement limitée aujourd'hui, mais qui est assez normale à l'époque, environ 4000 exemplaires, ce qui est loin de nos tirages d'aujourd'hui, bien entendu. D'autre part, il y a le fait que l'encyclopédie, si elle est une œuvre capitale, n'est pas, bien entendu, une œuvre personnelle de Diderot. Bon, il y a plusieurs dizaines, plusieurs centaines de collaborateurs. Bien sûr. Il a organisé, il a dirigé, il a fait un très grand nombre d'articles aussi. Enfin, c'est pas l'œuvre de Diderot lui-même, bien sûr. Tandis qu'en ce qui concerne son œuvre personnelle, et en particulier des ouvrages qui sont aujourd'hui parmi les plus connus, comme Le Neveu de Rameau, ou Jacques le Fataliste, ou La Religieuse, ou Les Salons, tout cela sera publié posthume. Ce n'est donc que peu à peu que Diderot prend la dimension d'un très grand écrivain. Et il est facile d'ailleurs de s'en rendre compte lorsqu'on constate le bruit énorme qui est fait en 1778, lorsque Voltaire et Rousseau meurent à 6 semaines de distance, et le peu de bruit, relativement, qui est fait en 1784 à la mort de Diderot, qui est à ce moment-là le co-directeur de l'encyclopédie, l'auteur d'un roman qui passe pour licencieux, Les bijoux indiscrets. Qui passe pas, qui est un peu licencieux. Qui est un peu licencieux, si on veut, mais enfin moins qu'on ne l'a dit. L'auteur de 2 pièces de théâtre, il faut l'avouer, médiocres, et d'écrits sur le théâtre qui, eux, sont beaucoup plus intéressants, et de 2 écrits condamnés, Les Pensées philosophiques et La Lettre sur les aveugles. Justement, j'allais vous interroger. La Lettre sur les aveugles de 1749 mène Diderot en prison. Il est emmené à Vincennes. Alors cette lettre sur les aveugles, elle est un manifeste, elle peut être considérée comme un manifeste du matérialisme et aussi comme un manifeste de l'athéisme. Oui, en effet. À partir de la lettre sur les aveugles, où Diderot prend pour prétexte le retour à la vue d'un aveugle de naissance opéré de la cataracte, il pose toute une série de questions sur la perception des idées abstraites. Puisque, selon lui, qui est sensualiste, toutes nos idées nous viennent de nos sens. D'où vient l'idée de Dieu? Or, la réponse traditionnelle est simple. L'existence de Dieu est démontrée par le spectacle de la nature. Cette merveilleuse création suppose un créateur. C'est un peu la pensée de Voltaire, ça. C'est d'ailleurs un peu la pensée de Voltaire, effectivement, qui lui restera fidèle à l'idée d'un Dieu formateur, rémunérateur et vengeur. Or, Diderot part d'une autre hypothèse qui fait l'économie de l'hypothèse divine. Pourquoi le monde ne se serait-il pas formé par lui-même, par le hasard des rencontres, des chocs, dans une perspective un peu lucrétienne? Et finalement, a-t-on besoin d'un créateur, où les choses procèdent-elles au contraire de l'évolution, de la transformation des êtres? Et ce qui est vrai des êtres vivants est vrai selon lui aussi des autres mondes, des autres planètes.
Il y a donc là une conception tout à fait matérialiste de l'existence du monde qui s'oppose radicalement, d'abord bien sûr à la pensée traditionnelle, mais aussi à la pensée de Rousseau et de Voltaire, pour qui Dieu créateur reste une évidence non discutable. Mais on pourrait dire que Diderot n'est pas un esprit militant, en quelque sorte. Ces idées qu'il développe, il ne cherche pas vraiment à les imposer, même si la lettre Les Aveugles le conduit pour quelques mois à Vincennes. Ce n'est pas un propagandiste, dirions-nous, comme le sont Voltaire et Rousseau. Non, c'est un homme qui, en effet, a ses convictions profondes, mais qui ne cherche pas à faire du prosélytisme. Et dans l'un de ses écrits tardifs, d'ailleurs, dans l'entretien d'un philosophe avec la maréchale, où il se met lui-même en scène, il apparaît comme un athée serein, convaincu et renversant les perspectives de façon d'ailleurs assez plaisante, comme un athée tolérant. Vous voulez croire? Eh bien, croyez si ça vous fait du bien. Pour moi, je suis athée et je n'en ai pas besoin. Autrement dit, il renverse la perspective traditionnelle qui voulait que les esprits dévots, religieux, croyants, soient tolérants vis-à-vis de ceux qui ne croyaient pas. Lui, c'est l'athée tolérant, acceptant les religions à condition qu'elles conservent un caractère individuel et non institutionnel et par conséquent oppressif. C'est un peu la position des laïcs d'aujourd'hui, ça. On pourrait revendiquer Diderot comme l'un des grands ancêtres. Chacun croit ce qu'il veut, à condition qu'il ne fasse pas pression sur son voisin. Voilà. Alors, vous avez évoqué beaucoup d'œuvres de Diderot, très rapidement, il y a un instant, Raymond Trousson, notamment le paradoxe sur le comédien, le neveu de Rameau. En quoi ces œuvres sont-elles très originales dans la pensée du XVIIIe siècle? En quoi les salons, par exemple, renouvellent-ils la conception que l'on peut avoir de l'art dans les années 1750, 1760, 1770? Diderot n'est pas à proprement parler en France le créateur de la critique d'art. Il y avait eu par exemple La Saint-Hyacinthe qui l'avait précédé, mais c'est lui qui donne à la critique d'art et à la visite des salons annuels puis bisannuels leur réputation et leur ampleur. Ces salons, il les rédige pour son ami Melchior Grimm, qui, dans la correspondance littéraire manuscrite qui était distribuée à une série d'abonnés riches et de haut vol, avait ainsi situé à l'étranger, en Allemagne, particulièrement en Allemagne, qui avait ainsi la primeur de ce qui se passait dans les salons parisiens. Alors, ce qui caractérise cette critique d'art, c'est d'abord que Diderot s'efforce d'y insister, non pas sur le négatif, ce qui est mauvais dans telle ou telle peinture, mais sur ce qu'il y a d'original, de nouveau et de personnel. C'est donc la critique d'un point de vue moral, très souvent. Il a une conception un peu moralisatrice de l'art pictural. C'est-à-dire que Diderot défend en effet un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs bourgeoises. Dans la peinture de Baudouin, de Watteau, de Fragonard, il y a un côté libertin, licencieux, coquin, qui ne correspond pas à l'esprit bourgeois. Et dans l'esprit de Diderot, l'art, d'une façon générale, non seulement la littérature, mais aussi la peinture et les arts plastiques, doivent porter une leçon. Et cette leçon doit être morale. Ce qui explique, par exemple, son engouement pour un peintre comme Greuze, qui est le peintre des familles, qui est le peintre de la morale, qui est le peintre des bonnes leçons et des bons sentiments. Oui. Ça s'explique évidemment de cette manière-là. Il a le sentiment que l'art peut instruire les gens, même ceux qui ne lisent pas, par l'exemple et le visuel. C'est aussi un art où il apprécie, par exemple, le renouveau de l'antique à la manière républicaine, ce qui explique d'ailleurs qu'il admire les débuts d'un tout jeune peintre qui sera au contraire glorieux dans la Révolution, c'est David, qui lui justement restitue la grandeur antique qui sera acclamée par l'esprit révolutionnaire. Alors, sur l'art de la comédie, il écrit le paradoxe sur le comédien, et j'imagine qu'aujourd'hui encore, les étudiants dans nos conservatoires ou nos comédiens, nos acteurs, nos actrices, connaissent ce texte de Diderot qui est assez révolutionnaire pour son temps. On en a énormément débattu, depuis l'époque de Diderot, depuis Talma jusqu'à Louis Jouvet. C'est en effet ce qu'il appelle un paradoxe, c'est-à-dire quelque chose qui va contre les vérités traditionnellement acceptées. En somme, ça se résume facilement. Est-ce qu'un acteur qui joue un rôle doit, comme on dit, entrer dans la peau de son personnage, devenir son personnage, ou au contraire, doit-il le jouer? Le principe de Diderot, c'est que l'acteur qui entrerait dans la peau de son personnage et qui éprouverait véritablement ce qu'il joue, serait très vite usé,
à la troisième représentation, il ne trouverait plus l'émotion sincère qu'il habitait. Donc l'acteur est un artiste qui imite un modèle idéal d'émotion, par exemple, et qui est capable de le reproduire aussi souvent qu'on l'on voudra. Et il donnait pour exemple le grand acteur anglais Garrick, en disant, voyez Garrick, en quelques secondes, il est capable de vous faire passer sur son visage par toutes les expressions de sentiments possibles et imaginables. Si cet homme était vraiment dans la peau de son rôle, ben, il ne pourrait pas le faire, évidemment. Il y a donc là une nouveauté qui a été très souvent discutée par les acteurs, les uns restant partisans de l'acteur spontané, etc., ou de l'acteur qui, au contraire, joue très consciemment. Et Diderot le dit, lorsqu'un acteur ou une actrice sont en scène, attendez-vous à voir couler ses pleurs à tel vers, à tel moment, pas avant, pas après. C'est une fabrication esthétique. Tout est contrôlé. C'est de l'art, c'est de la technique. Ce n'est pas du sentiment à l'état brut. Alors, nous allons reparler dans un instant du neveu de Rameau, mais je voudrais évoquer un instant avec vous la personnalité de l'impératrice de Russie. Parce que ces philosophes, ils sont à coquiner avec des princes. Voltaire est le copain de... Enfin, excusez-moi pour l'expression, et disons le familier de Frédéric II de Prusse. Et Diderot, lui, ben, il est reconnu par Catherine II de Russie. Alors, qu'est-ce qui se passe entre eux? Pourquoi cette despote éclairée, fort lointaine, qu'est Catherine II, s'intéresse-t-elle à Diderot? Et qu'est-ce que Diderot peut apporter à la Russie de la deuxième moitié du XVIIIe siècle? Elle ne s'intéresse d'ailleurs pas qu'à Diderot. Il est aussi très tôt, dès 1765, en rapport direct avec Voltaire, qui est évidemment la grande figure des Lumières. Ce qui se passe, c'est que lorsque Catherine accède au trône, après avoir fait assassiner son mari d'ailleurs, ce que Voltaire appelle une bagatelle de famille dont il ne faut pas se mêler, assez drôle. Catherine veut se donner vis-à-vis de l'Europe occidentale la réputation d'une grande souveraine moderne et éclairée qui veut ouvrir la Russie attardée, disons, à l'Occident. Elle essaye donc d'entrer en contact avec les grands philosophes des Lumières en France, qui est alors la nation dominante. Et elle réussit d'emblée un coup d'éclat. Diderot, en effet, songeait depuis quelque temps à marier sa fille et manquait d'argent. Il voulait vendre sa bibliothèque. Il va la vendre à Catherine II. Catherine II l'achète à un prix impérial, disons, sans discuter. Ah, donc un bon prix. Il a fait une bonne affaire. Sans discuter la demande. Et de plus, avec une grâce toute impériale, institue Diderot son bibliothécaire. C'est-à-dire que les livres qu'elle a achetés, y compris les manuscrits d'ailleurs, ne lui sont livrés qu'après la mort de Diderot. Ce geste impressionne beaucoup Diderot, qui se montre infiniment reconnaissant, et très vite se répand dans le public cette image de Catherine la généreuse, Catherine la grande, Catherine l'amie des philosophes. D'autant plus que Catherine est soucieuse de sa propagande et qu'elle a très tôt lancé aussi l'idée d'une réunion, si vous voulez, des États généraux de Russie pour discuter d'une nouvelle constitution. Et elle a rédigé à cette intention, d'après les philosophes français d'ailleurs, ce qu'on appelle une instruction préparatoire ou nakaz en russe, qui semblerait vouloir une libéralisation remarquable du régime. Bon, cette commission se réunira près de 200 fois et finalement n'aboutira à rien. Mais enfin, toujours est-il que Diderot, et pas seulement Diderot, s'enthousiasme pour l'arrivée dans le Nord. Aujourd'hui, dit-il, les Lumières nous viennent du Nord. Et il admire que la Sémiramis du Nord veuille devenir, au fond, une souveraine qui soit l'idéal des philosophes, c'est-à-dire un véritable despote éclairé. Éclairé parce qu'elle répand et utilise les idées des philosophes, despote parce que, disposant du pouvoir absolu, elle serait en mesure de faire appliquer les principes des philosophes. Principe que l'on trouve par exemple dans le plan d'une université que rédige Diderot à l'intention de Lorsqu'il se rend Catherine en II. effet à l'invitation de Catherine II, lorsqu'il se rend en Russie en 72-73, il rencontre Catherine II, il a avec elle des entretiens presque quotidiens où il lui pose toute une série de questions, mais dont il reviendra modérément satisfait. Parce que s'il a beaucoup admiré Catherine, femme d'une grande intelligence, il s'est aussi aperçu que ce mythe du despote éclairé était peut-être plus fragile qu'il ne l'avait imaginé. Lorsqu'il est allé en Russie, il s'est aperçu que, sauf à la cour bien entendu, à Saint-Pétersbourg, il s'est trouvé devant une Russie encore particulièrement arriérée, toujours accablée par le problème du servage, menacée gravement par la révolte paysanne, la jacquerie menée par Pougatchev. Il y a là un empire qui est
au fond, instable et encore barbare. De là, toute une série de questions qu'il pose à Catherine, en lui disant, si vous répondez positivement à ces questions, vous avez bien l'intention de faire ce que vous annonciez. Si au contraire vous hésitez, si vous vous fâchez, c'est que vous êtes moins éclairé que vous ne le prétendiez. Ces questions, d'ailleurs, Catherine les recevra et jugera, après la mort de Diderot en 85, et elle jugera qu'il s'agit, comme elle dit, d'un vrai babil. Et elle détruira ces textes, qui heureusement avaient été conservés dans d'autres copies. Donc il y a eu chez Diderot un engouement pour le despote éclairé, un peu comparable d'ailleurs à celui qu'avait vécu Voltaire à l'égard de Frédéric II, puis de Catherine II d'ailleurs. Le seul des grands philosophes qui n'a pas été dupe de ce mythe, c'est Rousseau, qui a toujours refusé de reconnaître, et dans Frédéric et dans Catherine, cet idéal qui avait séduit ses contemporains. Alors vous l'avez dit au début de notre émission, Raymond Trousson, Diderot n'est connu dans la totalité de son œuvre qu'au XXe siècle, et beaucoup de ses publications, de ses écrits du XVIIIe ne sont connus qu'au début du XIXe siècle ou dans le cours du XIXe siècle. Et parmi ces écrits importants, il y a le Neveu de Rameau, qui est peut-être considéré aujourd'hui comme la production la plus importante de Diderot. Alors pourquoi ? Pourquoi cette situation ? Pourquoi Diderot ne livre-t-il pas le Neveu de Rameau dès qu'il l'écrit ? Et en quoi cette œuvre-là est-elle particulièrement importante ? S'il ne la livre pas dès qu'elle l'écrit, ça peut être pour différentes raisons. Est-ce qu'il a peur de la censure ? Oui, mais d'abord, disons qu'il se rend compte que la forme qu'il adopte, cette sorte de dialogue entre Rameau et le neveu de Rameau et lui-même, oui. Mêlé de récits, d'interventions, etc., est une forme qui, au fond, ne convient pas du tout à l'esprit encore marqué par le classicisme de ses contemporains. Ça commence dans un café. Ça commence dans un café. Dans un café où les gens jouent aux échecs. Et ça finit d'ailleurs au moment où sonne la cloche de la Comédie Française et où Rameau s'en va poursuivre le spectacle. On y débat de toute une série d'idées. S'il ne le publie pas, c'est aussi parce que cette œuvre, qui est commencée aux environs de 1760, contient aussi nettement une réponse aux attaques qui, justement, en 1760, avaient été portées contre les philosophes, et en particulier par un adversaire qui s'appelait Palissot, et qui avait écrit une comédie intitulée « Les philosophes », où Diderot était particulièrement maltraité. Oui. Et au fond, cette riposte lui avait semblé dangereuse à l'époque, parce qu'elle risquait aussi de compromettre l'entreprise encyclopédie. Et au fond, il a rendu à Palissot la monnaie de sa pièce dans cette œuvre, où sont alors stigmatisés tous les écrivains envieux, jaloux, les plumitifs qui envient les grands philosophes et qui sont hostiles à leurs pensées. Et il a créé aussi ce personnage curieux du neveu de Rameau, qui est un personnage tout à fait authentique. Alors, le Rameau dont il est question, c'est le grand musicien Rameau. Non, c'est le neveu du musicien Rameau, l'auteur des Haines galantes. Oui, c'est le personnage du récit, c'est le neveu du grand musicien Rameau. Du grand Rameau. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce neveu d'un grand compositeur ? Mais ce neveu est en fait un écrivain tout à fait authentique, qui était lui-même musicien, mais qui était loin d'avoir le génie de son oncle, qui était assez aigre, assez âpre et aussi profondément déçu de la bohème dans laquelle il végétait, et qui par conséquent était devenu une espèce de parasite qui vivait au crochet des financiers et des puissants. De là, une double image qui apparaît dans le neveu de Rameau, celle de Rameau, le cynique, celui qui reconnaît sa décadence et sa déchéance, qui montre à son propre fils d'ailleurs comme unique valeur une pièce d'or, puisque la société est matérialiste et ne croit qu'à cela. À quoi s'oppose le personnage du philosophe, qui est Diderot lui-même, qui au contraire défend les valeurs plus nobles, les valeurs esthétiques, les valeurs de l'ordre, de la morale. Et il y a là un curieux échange, puisqu'il y a au fond une sorte de dédoublement. Ces deux personnages, en réalité, représentent aussi deux facettes de Diderot lui-même. Diderot, le bourgeois, le Diderot plus ou moins entré dans le système, plus ou moins assagi, et d'autre part, le Diderot bohème, contestataire, ce qu'il aurait pu devenir s'il n'avait pas choisi un autre chemin. D'où ce dialogue, qui est un dialogue éblouissant, et qui, comme souvent chez Diderot, n'a pas de conclusion. Diderot laissant au lecteur
le soin de tirer lui-même les conséquences et la conclusion de ce qu'il a raconté. Il y a une question morale vraiment centrale dans ce livre. Le génie n'excuse pas tout. Le talent n'excuse pas notamment les infractions à la morale. C'est tout de même là que Diderot nous demande de choisir ce que nous aurions préféré. Racine, dit-il, a été un très grand auteur, mais sur le plan personnel, humain, c'était un assez triste sire. Alors, qu'est-ce qu'il aurait mieux valu avoir? Un Racine, bon père, bon fils, bon mari? Sans génie. Ou au contraire, cet individu humain assez méprisable, mais ce génie littéraire. Que faut-il choisir? Et Diderot ne répond pas vraiment à la question. Il la pose, mais... Manifestement, je pense qu'il croit qu'il valait mieux avoir le Racine que nous avons plutôt qu'un Racine pépère et pot-au-feu qui n'aurait rien produit. Un Racine en pantoufle, en quelque sorte. Dernière considération, Jacques le Fataliste. Quand on lit Jacques le Fataliste, on sent vraiment battre le cœur de Diderot, si vous me permettez cette expression. C'est vraiment l'homme, avec ses contradictions, et le roman, avec ses rebondissements. On sent Diderot vivre dans ce roman-là, qui est très étranger, très différent des écrits des romans ou des contes de Voltaire, par exemple. Oui, totalement différent, bien sûr, et même totalement d'un roman comme La Religieuse, chez Diderot, qui est un roman engagé, militant, mais qui est un roman classique, linéaire, alors que Jacques le Fataliste est au contraire un roman tellement neuf qu'il fut considéré comme un parfait ratage. Et au fond, il faudra attendre vraiment le XXe siècle et les essais littéraires ce qu'on a appelé le nouveau roman, l'époque Butor, Grillet, etc., pour comprendre la profonde originalité de cette construction romanesque qui fait finalement de Diderot, avec le neveu et avec La Religieuse, l'un des plus grands romanciers du XVIIIe siècle. Eh bien, merci Raymond Trousson de nous avoir parlé de Diderot aujourd'hui. Je rappelle que vous avez écrit 2 ouvrages sur Diderot, Denis Diderot ou Le vrai Prométhée, ouvrage paru à Paris aux éditions Talandier, et puis dans la collection Folio, un Diderot qui est un ouvrage biographique. Merci infiniment. On vous retrouve dans quelques mois pour un Voltaire que vous avez en préparation. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup.